si je veux envoyer un NFT à ma mère a pas d'adresse sur la blockchain, donc comment est-ce que je fais? Et là, en fait, avec les zero knowledge proof, je suis capable, par exemple, de l'envoyer à son adresse email. Elle est capable de générer une preuve qu'elle possède cette adresse et donc prendre livraison du colis sur la blockchain. Salut Sylvain. Salut. On est super content de te recevoir. Est-ce que tout d'abord tu peux commencer par te présenter et par présenter un petit peu ton parcours jusqu'à la création de Ilé? Bien sûr. Donc je m'appelle Sylvain Chevet, je suis le cofondateur et directeur de Ilé, le blockchain layer 1, qui est spécialisé dans les applications probables. Mon pédigré, ma vie, mon œuvre, c'est je suis avant tout un ami de CryptoSquare, donc je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière dans la crypto chez Ledger en tant que chef de produit sur la partie B2B. Je suis resté là-bas un peu plus de 3 ans, donc j'ai appris tout ce que je sais de la blockchain, des wallets et de la sécurité. J'ai par la suite monté un premier projet qui s'appelait Brick, qui était le plus gros protocole de NFT et on-chain gaming sur Starknet. Et par là, donc, j'ai été exposé directement aux Zero Knowledge Proof, au Layer 2. J'ai également travaillé en tant que lead gouvernance à la fondation Starknet. Et j'ai également co-créé Dojo, qui est un moteur de jeu en Cairo pour l'écosystème Starknet. Super. Est-ce que du coup tu peux maintenant nous dire le switch un petit peu entre Brick et Ilé, pourquoi avoir lancé Ilé, je crois toujours avec le même cofondeur. Exactement. On a construit Ilé, on a commencé, en fait on était la première application à se lancer sur Starknet, à la fois le testnet, à la fois le mainnet, la première application à casser le testnet, à casser le mainnet. On a appris beaucoup en faisant ça, et c'était vraiment notre première exposition au Zero Knowledge Proof. Et nous, on vient pas du tout, on n'a pas un background de chercheur. J'ai fait une école de commerce, en soi, profil qui est plus ingénieur. On a été exposé au Zero Knowledge Proof du point de vue plutôt applicatif. En fait, on a commencé à utiliser un langage de programmation qui s'appelle Cairo, qui est le langage de programmation de Starknet. Et c'était notre exposition au Zero Knowledge Proof. On se dit, attends, mais en fait, on est capable d'écrire un programme et quel que soit l'endroit où le programme a fonctionné, je suis capable d'être sûr et certain qu'il a bien fonctionné. Ça nous a vraiment captivé, cette possibilité-là. Et au fur et à mesure, on a joué avec plein d'applications et de tenter plein de trucs. On s'est rendu compte que ça allait vraiment être une révolution qui était beaucoup plus large que simplement celle de la blockchain. Donc les Zero Knowledge Proofs sont principalement utilisés pour tout ce qui est confidentialité de la donnée, rapidité d'application, parce qu'on peut faire quelque chose sur un super ordinateur et le vérifier sur un petit ordinateur. Et c'est aussi extrêmement pratique en matière de distribution. Avec les Zero Knowledge Proof, on est vraiment en mesure d'utiliser, par exemple, un passeport comme un portefeuille de crypto-monnaie. C'est un peu ésotérique dit comme ça, mais ça rend vraiment la frontière entre ce qu'on appelle le Web 2 et le Web 3 beaucoup plus poreuse. Ça permet aux gens d'utiliser la blockchain plus facilement. Ok, tu viens de nous parler un peu de ton background chez Ledger et chez les autres. Il y a toujours plein d'histoires en fait qui en découlent. Tu en as qu'une que tu peux raconter qui sort de l'ordinaire comme on peut l'imaginer. Ça serait lequel? Une de mes histoires favorites, c'est la première fois que j'ai parlé à Uri, le CEO l'ex-CEO de Starkware. C'est lorsqu'on a lancé Brick sur le mainnet de Starkware, de Starknet, qui à ce moment-là avait peut-être une semaine ou deux. Donc pas en production. En plus, on est quelque chose comme genre le 28 décembre, donc vraiment le meilleur moment pour faire ça. Et l'application commence à vraiment générer du trafic, les gens l'utilisent vraiment. Et on reçoit un message Telegram de Uri qui nous dit félicitations les gars, ça marche super bien, on voit beaucoup de trafic. Par contre, c'est nous qui payons les frais de transaction et vous nous coûtez 20 000 balles par jour. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Et j'ai rien trouvé de mieux à répondre que oh boy. Donc j'ai précieusement pris une capture d'écran de cette interaction un peu étrange qu'on avait sur Telegram. Donc ça a été un moment vraiment très amusant de ma vie sur Starknet. C'est une belle histoire. Même peut-être un jour. Je sais que là tu reviens d'Asie. Là t'es chez nous aujourd'hui. En termes d'événements Web3, voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi? C'est lequel vous préférez? Non, c'était un ou deux.
Ce que j'aime beaucoup dans les éléments de blockchain et le point qui est vraiment très important, c'est important d'avoir cette question pour que je puisse mieux répondre à ta question plus précisément. Quand j'essaie d'expliquer ce que je fais à ma famille ou à mes amis, il y a souvent cette notion qui revient, une notion d'écosystème. Je parle de gens un peu à gauche à droite et ils se demandent mais c'est des collègues, c'est des clients, c'est des fournisseurs. Et la réponse est un peu tout à la fois et rien du tout. Parce qu'il y a une notion vraiment assez nébuleuse en blockchain d'écosystème, qui est de rencontrer des gens, de tisser des liens, d'expliquer des choses, parce que c'est assez rare qu'il y ait ça dans une industrie. À mon sens, on peut probablement aller, il y a vraiment des sommets du e-commerce ou autre, mais c'est très orienté sur une seule technologie. La blockchain a cette chose de particulier que les gens se rencontrent en conférence et c'est assez attendu qu'il y ait une sorte de le cirque des conférences qui se balade de pays en pays. Et on recroise à peu près des personnes un peu différentes, mais toujours un peu le même type de personnes dans cet écosystème. Donc, ce qui m'intéresse vraiment le plus dans ces conférences, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de faire de mes amis sur Internet de vrais amis. En fait, c'est de mettre une vraie tête sur la photo de profil Twitter ou sur le compte Telegram. Donc, je pense que mon événement favori jusque-là, ça a été DevCon cette année à Bangkok, DevCon 2024. Énormément de monde, mais très bien organisé. L'endroit était gigantesque. On pouvait vraiment se perdre, mais de façon assez incroyable, en allant vers une conférence, on est toujours sur quelqu'un, ou sur Julien Devargent parce qu'il fait 2,12 m. Tu le vois, tu le vois. Ok. Ok. Quelle est ton opinion la plus controversée sur l'écosystème blockchain? On sait que dans l'écosystème, chacun a un peu ses propres idées, ses propres opinions. Et est-ce que toi, il y a des choses que tu penses vraiment et que d'autres te challenge régulièrement sur YouTube? Je pense que il y a une notion dans l'écosystème Ethereum en particulier qui est très importante, qui est celle de Layer 2. Il y a cette idée de la Layer 1, c'est la chaîne qui nous trouve, et la Layer 2, c'est là où en fait c'est les grandes autoroutes, là où tout le monde va aller. Hot tech entre guillemets, c'est de dire que les L2 sont vraiment pas suffisamment différenciés par la L1, et que c'est probablement un modèle en fait qui est voué à mourir, de faire des blockchains rattachées à d'autres. Si on prend vraiment très simplement ce qu'est une L2, c'est une blockchain qui a un bridge, c'est-à-dire qu'il peut envoyer des assets vers une autre blockchain, soit vérifié par un mécanisme économique, soit de preuve. Mais c'est un accord de confiance de dire que c'est une layer 2 d'Ethereum. Donc dire que Starknet est une extension d'Ethereum, je pense que c'est vraiment un énorme abus de langage qui aide tout le monde parce que c'est pratique de faire en sorte qu'on soit tous amis. Dans les faits, c'est des réseaux entièrement séparés. Ouais, je dirais ça. Les L2 sont beaucoup plus séparés d'Ethereum que ce qu'on pense et probablement voués à s'éteindre. Oui, il y en a des L2, oui. Une bonne trentaine. Ouais. Qui valent le coup, allez, on va dire une bonne quinzaine. Exactement. Ça me fait beaucoup, hein. Dernière petite question sur cette partie. Comment as-tu connu CryptoSquare? Comment on se retrouve aujourd'hui? Je crois que la première fois, c'était vous nous aviez invité du temps où on était chez Brick à un meet-up Starknet. Donc c'est là que j'ai rencontré la communauté belge, où j'ai rencontré pour de vrai les amis d'internet, particulièrement de chez Argent ou Snapshot. Et donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé bosser avec vous. C'est vrai que c'était le deuxième meetup Starknet, c'était 2 ans, 3 ans. Ça commence à faire, hein. Ouais, 3 ans, ouais. Je vous parle d'un temps où on n'avait pas le IP 4844, des temps antédiluviens. Est-ce que tu peux nous expliquer en des mots faciles et très rapidement et succinctement qu'est-ce que le Zero Knowledge Proof? Alors le mot succinct est bien choisi pour les Zero Knowledge Proof. Une Zero Knowledge Proof, c'est un type d'algorithme qui permet de prouver mathématiquement que un programme a bien fonctionné. Ça paraît un peu ésotérique comme ça. En gros, c'était vraiment un champ de recherche assez avancé en mathématiques il y a à peu près une dizaine d'années, mais qui avait déjà à l'époque attiré beaucoup l'attention des gens en blockchain, parce qu'il y a un post sur Bitcoin Talk de Satoshi Nakamoto en 2010 qui mentionne si on avait les Zero Knowledge Proof, je crois que le terme exact c'est une meilleure implémentation et plus simple de Bitcoin serait possible. Qu'est-ce que ça permet de faire une Zero Knowledge Proof? Pour donner quelques exemples, je suis en mesure, à partir de mon passeport, de prouver que je suis un citoyen français de plus de 18 ans
sans avoir à révéler toutes mes informations. Je peux prouver que j'ai bien fait fonctionner un programme de machine learning sur le bon set de données et vous donner la preuve que ça a bien fonctionné. Et ça prend beaucoup moins de temps de vérifier cette preuve que de faire le calcul en entier. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup en blockchain? On en a beaucoup parlé au tout début parce que ça permet en fait d'anonymiser des transactions. Ça permet de prouver que j'ai fait un transfert sans révéler que j'ai vraiment fait ce transfert. Ce qui est très pratique parce que sur la blockchain, les transactions sont complètement publiques par défaut. Et la deuxième utilisation, celle plus récente qui fait que vraiment les zero knowledge proof ont explosé sur les 5 dernières années, c'est pour faire en sorte que les blockchains aillent plus vite. Les blockchains, c'est un réseau d'ordinateurs qui doivent faire ce qui s'appelle consensus. Donc c'est comme courir un 100 mètres avec plein de monde. Et tout le monde se tient la main. Et donc, on parle de courir un marathon courir un sprint avec 1000 personnes, 10 000 personnes. Donc, c'est pas compliqué quand tout le monde est marathonien. C'est beaucoup plus compliqué quand il y a un enfant de 5 ans. Donc, on peut courir que aussi vite que l'enfant de 5 ans. C'est comme ça que marchent les blockchains. Donc, il faut s'assurer, en fait, que les besoins en énergie, les besoins en termes de calcul soient pas trop élevés. Sinon, je peux pas participer à la course et c'est pas décentralisé. Les zero knowledge proof permettent de faire en sorte que non, en fait, on va donner le bâton de relais à un sprinter. Il va aller super loin. Et quand on récupère le bâton, on est capable d'être sûr et certain qu'il a couru sur le bon parcours. Ça permet d'accélérer les blockchains. En gros, ça permet de répondre à cette question que des gens se posent assez rapidement sur les blockchains. C'est, attendez, pourquoi on va pas juste plus vite et on met pas des plus gros ordinateurs? Maintenant, on peut le faire. L'analogie avec l'enfant de 5 ans, j'ai très bien compris. Du coup, comment Haile simplifie l'intégration des preuves zero knowledge pour les devs? Exactement, c'est une très bonne question. En gros, à Haile, on s'est rendu compte que l'avenir des applications décentralisées, ça allait ça allait pas de fonctionner sur la blockchain, donc c'est-à-dire pas de demander à 1000 personnes de faire le calcul pour tout le monde. C'est que quelqu'un allait faire le calcul, faire fonctionner le programme et demander à d'autres gens de le vérifier. Seulement aujourd'hui, les blockchains elles sont pas du tout faites pour ça. Ce qui est très amusant, c'est que les blockchains, ça a été inventé il y a 16 ans. Les zero knowledge proof, qui sont vraiment utilisables, allez, on va dire à peu près 5-6 ans au maximum. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre des systèmes de zero knowledge proof pour la blockchain. On essaie de les faire rentrer dans la blockchain, mais c'est pas fait pour du tout. C'est très compliqué. Donc nous, on fait l'inverse. En fait, on design un réseau de blockchain autour des contraintes spécifiques et des possibilités que donne la ZK. Donc, ce qu'on permet de faire, par exemple, c'est on permet de vérifier des preuves, tout type de preuves, nativement, directement sur le réseau. Il n'y a pas besoin de construire un smart contract pour le faire. On permet à différents systèmes de preuves d'interagir entre eux immédiatement, un peu comme différents smart contracts pourraient se parler directement. Et on résout beaucoup de soucis que pose l'utilisation de ces preuves. Générer une preuve, ça prend beaucoup de temps, c'est très coûteux. Donc l'intégralité du réseau en fait est faite pour que pour le développeur qui veut utiliser ce qui est de pratique pour les zero knowledge proof, c'est-à-dire une meilleure distribution, une application qui est plus rapide et qui est confidentielle, il n'est pas à se poser ces questions-là. Il peut juste créer son application et on abstrait toute la complexité qu'il y a d'utiliser des zero knowledge proof. Super intéressant. Du coup, les cas d'usage les plus prometteurs, pour les applis basées sur Haile? Le cas d'usage le plus prometteur, c'est, à mon sens, cette idée de distribution. Donc, si on prend un peu l'histoire de la ZK, première utilisation vraiment de la ZK à grande échelle pour une blockchain, c'était Zcash. Et l'intérêt, c'était en fait de rajouter de l'anonymat sur les transactions Bitcoin. C'est une version de Bitcoin avec des zero knowledge proof. Il faisait ce qui s'appelle des shielded transactions. La seconde, c'est la scale. Donc, on a commencé à faire des layer 2. On prend un super ordinateur qui va très vite. Il y a plein de transactions qui se passent dessus. On génère une preuve, on vérifie ça sur Ethereum. La partie qui me semble vraiment la plus intéressante, c'est en fait de s'assurer que quel est le plus gros problème en blockchain à l'heure actuelle, c'est que la blockchain ça marche très bien, mais il y a très peu de personnes qui l'utilisent parce que c'est vraiment difficile de ce qu'on appelle de sunboarding. C'est même une action qu'on définit. Il faut se créer un portefeuille de crypto-monnaies, il faut garder sa mémonique, etc., etc. Ce qu'on permet de faire avec les zero knowledge proof, c'est quelque chose comme j'envoie de l'argent à un passeport. Et seule la personne avec ce passeport est capable de générer une preuve sur son téléphone qu'elle existe et qu'elle peut récupérer cet argent-là. Ça résout un problème qu'on aime bien expliquer comme un problème de last mile delivery sur la blockchain. Si je veux envoyer un NFT à ma mère a pas d'adresse sur la blockchain, donc comment est-ce que je fais? Et là, en fait, avec les zero knowledge proof, je suis capable, par exemple, de l'envoyer à son adresse email. Elle est capable de générer une preuve qu'elle possède cette adresse et donc prendre livraison du colis sur la blockchain.
Donc c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Faut quand même savoir son adresse mail, quoi. Exactement. Mais le gros avantage, c'est que ça s'inscrit facilement dans les systèmes actuels, plutôt que de demander aux gens de migrer entièrement sur des systèmes complètement nouveaux. Et pour faire tourner tout ça, j'imagine que vous avez mis en place un business model. Est un réseau qui est à terme entièrement décentralisé, qui marchera comme Bitcoin ou Ethereum, et donc il y aura un modèle de validation pour des nodes qui feront fonctionner le réseau dans un système de proof of stake. On passe maintenant à la partie vraiment écosystème et partenariat. Vous avez récemment levé quelques millions de dollars, 3,4 si je ne me trompe pas. Comment compte utiliser ces fonds et comment tu vois un petit peu l'accélération de votre développement? Même si je crois que vous allez déjà très vite, en moins d'1 an, vous êtes quasiment en phase testnet. Faut pas mollir, comme on dit. Principalement, on a 2 postes de dépenses. Le premier principal, c'est un poste technique. Il faut construire un réseau. Donc, construire un réseau, dans notre cas, on fait quelque chose qui est très différent de la façon dont une blockchain marche. Donc, il y a énormément de choses à inventer de zéro. Donc, par exemple, au début, on a commencé en reprenant un kit de développement qui s'appelle le Cosmos SDK, qui permet de créer des blockchains. C'est très bien. Sauf quand on fait un truc qui ressemble pas vraiment à une blockchain, et là, tout explose. Donc, on a dû tout réécrire de zéro. Donc, ça, c'est principalement notre travail. Donc, voilà, une énorme partie des fonds part vers juste le développement du réseau. Et une seconde sur la création de l'écosystème. Donc ça passe bien sûr par un programme de grande, etc. Mais aussi par un programme qu'on va avoir en interne, en fait, on appelle une équipe de découverte, une équipe de discovery, qui va créer des applications directement sur le réseau qui utilisent tous ces effets de distribution dont je parlais auparavant. Justement, quel type de partenariat, de clients ou de collaboration vous recherchez dans l'écosystème Web3? À l'heure actuelle, on a vraiment besoin de puissance de preuves. En fait, on a besoin de partenaires qui sont capables de générer des preuves pour les applications qui sont créées sur Ilé. Donc, on a vraiment intérêt. C'est un peu de la même façon que sur une blockchain comme Ethereum. On a besoin de gens pour faire fonctionner Ethereum. Nous, on a besoin de gens qui génèrent des preuves pour faire fonctionner Ilé. Ilé vérifie les preuves, mais ne les génère pas. On a besoin de gens qui soient en mesure de les générer. Est-ce que vous envisagez de travailler avec des DAO ou des projets communautaires pour renforcer l'adoption de Ilé et justement ces notions de puissance de preuve? Complètement. Plus particulièrement, pas forcément sur les preuves. Les preuves, ce sera probablement plus des acteurs très spécialisés. On travaille avec donc Succinct, Ferma, Givulo, des entreprises qui sont vraiment très fortes dans la génération de preuves. Pour ce qui est plus communautaire, je suis vraiment intéressé par... en fait, on produit beaucoup d'outils et de fonctionnalités qui sont très utiles. Et j'ai besoin, en fait, de gens avec qui travailler pour trouver de nouvelles applications et trouver autre chose à faire. Donc, je vais clairement avoir besoin d'un peu plus de monde. On arrive sur une partie un peu plus sur ta vision entrepreneuriale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire quels sont les conseils que tu donnerais à, je dirais, un étudiant ou un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans Web3? Alors, salut à toi, jeune entrepreneur, comme le veut le même consacré. Ce que j'ai appris au bout de 3 ans à monter des projets entrepreneuriaux, ça paraît vraiment, en fait, ce qui est très triste, c'est très triste et très bien aussi à la fois, c'est que les meilleurs conseils, c'est vraiment les plus simples. Et la plupart des choses, en fait, vos investisseurs, vos amis, vos partenaires vont pouvoir vous les dire, ou les gens qui sont plus expérimentés que vous vont vous le dire, c'est fais des trucs plus simples, te prends pas la tête, tu réfléchis trop. Et c'est plein de conseils qu'on peut trouver comme dans des petits biscuits qui donnent des petits Fortune cookie. des fortune cookies exactement. Et malheureusement c'est vrai, mais on le comprend qu'après après c'est de payer le mur. Et en tant que fondateur, quelle est la leçon la plus importante que tu as appris jusqu'à présent? La leçon la plus importante, c'est la ressource la plus importante dans une entreprise, c'est la motivation. J'ai cru au début que c'était l'intelligence, que c'était les ressources financières, que c'était les gens avec qui on travaillait. En fait, non, c'est la motivation. Il y aura des beignes, il y aura des problèmes, mais la capacité à revenir le lendemain et recommencer, c'est, je dirais pas une condition suffisante, mais une condition nécessaire à l'entrepreneuriat. Et bon, on va conclure. Enfin, Concluons. en tout cas, avec d'autres questions. La dernière, tu devais résumer l'impact que tu souhaites que Ilé ait sur le monde. Si on réussit,
plus personne ne sait ce qu'est une Zero Knowledge Proof, mais tout le monde les utilise. Et je suis très heureux. Un peu comme la compte abstraction d'argent, par exemple. Exactement. Ou les certificats SSL, ou le HTTPS, ou le TCP/IP. Ouais. Quelque Ça, je chose. sais ce que c'est, mais tout le monde s'en sert tous les jours et ça a changé notre vie. Exactement. C'est un peu comme Batman. Not the hero you deserve, but the one you need.